avec l'aréna de la Porte de la Chapelle et cette transformation du quartier, avec des milliers de touristes que l'on n'aurait pas forcément pensé il y a quelques années. Et puis beaucoup se sont dit, ces JO, ces quelques semaines, c'est une parenthèse. C'est pas qu'une parenthèse, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années, de plus de 20 ans dans le 18e, qui a été fait par la gauche, par les socialistes et puis aussi par une équipe beaucoup plus large. Et c'est ce travail-là que l'on souhaite également nourrir, que l'on souhaite prolonger et sur lequel on souhaite aussi échanger avec vous. Pour poursuivre ce travail, et c'est pour ça qu'a été lancé Paris 2030, il y a ce qu'on appelle une enquête, une grande enquête, que vous voyez aussi quelques panneaux et que vous avez aussi des QR codes sur, vous avez être installé sur un siège, et vous pouvez procéder à une grande enquête. C'est quoi cette grande enquête? En fait, on a besoin de votre avis de ce qu'il faudrait faire pour la suite. Sur le programme, quelles sont vos priorités, quelles sont les actions, et c'est ça qui nourrira notre action pour les prochaines années, et puis peut-être en vue des municipales de 2026. Et pour aussi avoir une réflexion sérieuse, tangible, on a souhaité revenir ce soir avec vous sur plusieurs domaines structurants sur lesquels le 18e, depuis 20 ans, a avancé, a évolué. Sans évidemment évincer d'un trait de la main toutes les difficultés que l'on a encore devant nous. Ce n'est pas l'adjoint au maire à la sécurité qui dira le contraire, puisque c'est mon travail au quotidien. Mais on a souhaité évoquer tous ces sujets-là. Et donc vraiment un grand merci à tous les intervenants qui sont là avec nous ce soir, que je vais laisser se présenter d'eux-mêmes et qu'on va peut-être commencer dès maintenant. L'idée, c'est d'évoquer très rapidement avec un témoignage sur chacun de ces sujets. Je pense à la culture, je pense à l'éducation, je pense au sport, je pense à l'écologie, je pense à la culture et à la démocratie participative, je pense à l'urbanisme, comment le 18e s'est transformé. Je ne vais pas être beaucoup plus long et peut-être qu'on puisse désormais commencer avec ces différents témoignages. Après, on prendra quelques échanges de la salle et puis je vous proposerai qu'on puisse poursuivre de l'autre côté. Donc peut-être tout de suite pour commencer, puisque c'est quand même un de notre politique publique structurante du 18e, en particulier quand on est de gauche, sur l'éducation, avec plusieurs politiques publiques qui ont été à la fois fortes et qui ont été aussi parfois médiatiques. Et je remercie beaucoup Sylvaine et Alexandra de pouvoir revenir à la fois de la FCPE et d'Apprendre Ensemble, qui sont des acteurs, qui nous poussent, qui nous challengent et aussi qui portent sur différents sujets sur lesquels on a porté ces dernières années. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour, je m'appelle Alexandra Nizac et je suis donc présidente du collectif Apprendre Ensemble, qui est un collectif qui s'est créé il y a maintenant une dizaine d'années pour porter le sujet de la mixité sociale dans les écoles et collèges dans le 18e. Sujet qui nous a très vite mis dans le vif de l'actualité avec un projet qui a été lancé par la mairie du 18e, le rectorat, la mairie de Paris à l'époque, qui était la mise en place de secteurs multicollèges. Donc les secteurs multicollèges, ce sont des projets dans lesquels on a réuni des collèges du quartier 2 par 2 pour favoriser une meilleure mixité des élèves de chacun des collèges, enfin des secteurs concernés. Donc nous, on a suivi ces projets qui ont été lancés en concertation avec tous les acteurs autour des écoles et des collèges concernés, qui ont soulevé bien des débats parfois très houleux. Et on a constaté que l'engagement politique était quelque chose d'essentiel pour que ces projets soient réellement mis en œuvre. Ça a été quelque chose de très important. On a suivi la réalisation des projets. Moi, j'ai participé à toutes les réunions de concertation parce que j'étais parent d'élèves dans 2 écoles. Puis maintenant, j'ai suivi sur 2 des collèges concernés par ces projets. On a vu les résultats très positifs que ça a donné, en particulier dans le secteur Berlioz, des collèges Berlioz et Coisvox, qui étaient vraiment avec des disparités sociales énormes avant ces projets-là. Et on voit aujourd'hui le résultat bénéfique sur les élèves de ces établissements. Et on sait que c'est des projets qui sont vraiment importants et qui doivent
être étendue, être poursuivie. Et en tout cas, en matière d'éducation, la mixité sociale scolaire, c'est vraiment un enjeu essentiel pour le vivre ensemble et pour notre avenir à tous. Alors, en fait, il y avait 2 secteurs multicollèges dans le 18e. Donc, il y a Coysevox Berlioz et Curie Gérard Philippe. Et il y en a un dans le 19e qui était Byron Bergson, c'est ça. Avec des dispositifs d'organisation différents. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat, c'est que la mixité scolaire et sociale s'améliore et qu'il n'y a pas, contrairement à tout ce que tout le monde nous prédisait, une fuite énorme vers le privé. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être effectivement de se servir de ces mises en place de dispositifs positifs et de voir comment on peut maintenant les dupliquer éventuellement ailleurs. Moi, je voulais parler d'autre chose qui a été important pour toujours la mixité scolaire et sociale au niveau de l'arrondissement, c'est qu'on a, au moment d'un travail sur la sectorisation, nous avons eu la chance d'avoir des personnes du pôle sectorisation de la mairie centrale qui sont venus nous voir et on a fait un tour du quartier pour leur expliquer en fait qui habitait où et qui allait à l'école où. Et en fait, ça a été intéressant de parler avec elles parce que en fait, notre quartier est fait de micro-villages et la sectorisation est un peu compliquée. Et d'une rue à l'autre ou d'un carrefour à l'autre, en fait, on a des populations qui changent rapidement et qui ne sont pas forcément enclines à aller dans l'école de secteur. Et donc, il y a vraiment un travail très fin à faire pour que ce soit acceptable pour les familles d'aller dans l'école de secteur, que ce soit compris et que surtout, ça améliore réellement la mixité scolaire et sociale. Donc, nous, en tant que parents d'élèves, en tout cas, on pense qu'il est réellement important de travailler main dans la main entre la municipalité, les parents d'élèves, éventuellement peut-être aussi les équipes pédagogiques qui ont un mot à dire sur qui sont leurs élèves et d'où ils viennent et comment ça se passe à l'intérieur de chaque établissement. Et ça fait reculer en général la ségrégation, ce genre de travail. Pour poursuivre ce travail, il y a eu d'autres projets qui ont été menés dans le domaine des écoles dans le 18e. On ne va pas revenir sur le succès des rues aux écoles qui ont fait la fête ce week-end, si je ne m'abuse. C'est un très beau projet et ça continue. On espère que ça va s'étendre et on voit à quel point ça peut transformer un quartier, les abords des écoles, pacifier les rues, enfin, satisfaire l'ensemble des habitants au-delà, bien sûr, des usagers des écoles en question. Il y a eu aussi la remunicipalisation des cantines. Ça peut vous paraître anecdotique, mais ça a été un gros dossier pour la mairie du 18e, on s'en souvient. Donc tout ça, ce sont des projets courageux, engagés et qui sont importants. Et nous, on a des idées pour la suite, évidemment, si on est là. Et en particulier, on sait à quel point c'est important de faire connaître ce qui se passe dans les écoles et les collèges publics. Donc l'idée qu'on porte depuis un certain temps conjointement, ce serait la mise en place d'un forum des collèges pour faire connaître le travail des collèges du quartier, public du quartier bien sûr. Et voilà, et bien sûr favoriser le retour de tous les élèves vers les collèges publics qui sont très bons et dont les équipes pédagogiques renouvelées récemment nous réjouissent particulièrement. Il y a eu un travail de fait aussi conjointement avec la mairie de suivi sur tous les collèges. Et là, je dois dire que ça fait partie des choses concrètes qu'on voit améliorer au quotidien aujourd'hui. En dehors du forum, on avait parlé de la communication. En fait, effectivement, ce qu'on se dit depuis longtemps, c'est que ce forum des collèges fait partie d'un dispositif plus large qui est de faire savoir ce qui se passe dans les écoles et collèges de quartier de manière publique. Voilà. On a tenu le délai ? Merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à Sylvaine, puisque je sais qu'elle doit enchaîner avec un dîner. Et toi, je te mets à l'affiche directe en plus, comme diraient les jeunes. Et donc, en tout cas, merci beaucoup. Et donc, justement, je profite, typiquement, si votre priorité, c'est l'éducation, je pense qu'en général, quand on est personne de gauche, ça doit en être une, vous pouvez justement en profiter, en remplir sur cette enquête que l'on a directement. Vous avez le petit tract qui est entre vos mains, vous avez le QR code, vous pouvez le remplir et indiquer vos priorités.
vos priorités et vos propositions. Et par exemple, cette idée d'un forum des collèges publics, ça peut en être une. Et si vous en avez d'autres, vos idées au pouvoir, comme on disait en 68. Je vais passer la parole à Hélène. Tiens, elle n'avait pas prévu. Donc, Hélène Tavera du collectif 4C, qui est une cantine, je sens que je dis des conneries, une cuisine partagée, un restaurant partagé, non, un tiers-lieu, elle va vous en dire plus que moi, c'est un projet surtout qui a été monté grâce au budget participatif et donc grâce aux habitants du 18e. C'est aussi un très beau lieu, donc si vous n'y avez pas été, je vous conseille, on y mange bien, c'est pas cher, donc ça compte aussi. Tu nous racontes la suite, Hélène? Donc, je suis Hélène Tavera, donc cofondatrice avec une vingtaine de personnes, des habitants de la Goutte d'Or. Et c'est vrai que grâce au budget participatif, on a mené campagne 3 fois, et au bout de la 3e fois, eh bien, nous avons obtenu gain de cause, puisque nous avons en 2019 ouvert le premier tiers-lieu dédié à l'alimentation. Ça n'existait pas avant. Et du coup, la démocratie participative aujourd'hui, comment ça s'opère? C'est que effectivement dans ce lieu, pardon? Ok. J'ai pas l'habitude. Donc, je disais, donc on est un collectif d'habitants de la Goutte d'Or. Et donc, la démocratie participative, comment ça s'opère chez nous? C'est que effectivement, on est persuadé que de s'engager dans son quartier, c'est qu'on le vit mieux. Du coup, c'est ce qu'on a fait en voulant créer un endroit où les gens pouvaient se réunir. Dans ce lieu, en fait, il faut l'imaginer comme une extension un peu d'un appartement. C'est une grande salle à manger, une cuisine partagée. On a développé ce concept. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de développer cette solidarité d'une façon très horizontale, c'est-à-dire que notre posture, c'est celle d'être avant tout des habitants et non pas du tout d'être des travailleurs sociaux, même si nous sommes en association, la loi 1901, mais nous sommes régis par... je bouge trop. Ok. Sur le menton? D'accord. Donc, oui, oui, je l'entends mieux aussi. Ça m'impressionne, pardon, de me reprendre. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà. Nous sommes en collégial. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, nous, on s'est constitué en association. La collégialité, c'était pas très répandu, mais on a tenu bon. On a su faire face à tous les vents mauvais qui voulaient un président, un trésorier, un secrétaire. Et du coup, une dizaine de personnes aujourd'hui régissent et orientent les décisions du 4C. Et moi, j'y travaille aussi au quotidien. Je le dirige un peu au quotidien, on va dire. Enfin, non, c'est pas dirigé, mais parce que je ne suis pas directeur, il n'y a pas de directeur de toute façon au 4C. Et comme je l'ai dit, c'est horizontal. Et on... C'est la démocratie alimentaire. Voilà, on est là aussi pour apporter un petit peu un éclairage sur les différents concepts sur le système alimentaire qui se développe. Et du coup, la démocratie participative, c'est que juste on fait ça entre habitants. Ça veut dire qu'on essaie d'expliquer les choses d'une façon claire et simple. C'est notre cheminement, en tout cas, de travailler sur la nutrition, d'apporter des conseils, puisqu'il y a une personne qui est dédiée à cela au quartier libre. Et aussi un restaurant associatif. C'est vrai qu'on s'est fait connaître. On se fait connaître surtout par ce resto. C'est vraiment ça qui fait bouger les gens, de bien manger. Donc, 3 fois par semaine, on anime avec des bénévoles un restaurant associatif. Et voilà, en fait, nous, l'idée, c'est de défendre aussi une alimentation plus végétale, de pouvoir dire un jour, non, aujourd'hui, il n'y a pas de viande. Et pourquoi? Ça permet toujours de faire de la méditation.
Et ton micro ne marche toujours pas. Et ça tombe sur moi. Donc, enfin, tout ça pour dire que dans ce lieu, c'est vrai que cette solidarité, elle est vraiment... les gens sont intégrés dans un projet et ils arrivent eux-mêmes. Par exemple, on ne parle pas de bénéficiaires, on parle que d'habitants. Et du coup, ces habitants qui viennent habiter Quartier Libre deviennent aussi porteurs d'une certaine solidarité, d'une certaine parole et Voilà, je crois que c'est bon. Ça suffit. Bravo, bravo. Venez nous voir, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, ouais, juste pour dire que ça fonctionne. Quand on s'engage, c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Je pense qu'on vit mieux son quartier. Voilà. Et tous ceux du collectif sont comme ça, vraiment. Voilà. Merci à tous. Merci à c'est Quartier Libre, c'est entre La Chapelle et Barbès, merci. Et ça s'appelle Quartier Libre. L'adresse. J'ai dit 9 rue de la Charbonnière. Alors, c'est l'adhésion, ça fonctionne par adhésion. L'adhésion est à partir d'€1. Et on peut venir consommer, venir travailler, et voilà. Et sur l'avenir, on essaie de travailler, de toucher un public qui, si vous voulez bien nous aider aussi, les étudiants. Voilà. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Pardon ? Ah, alors, travailler, oui. Pardon, c'est plutôt du bénévolat. Ouais, qui n'est pas du travail. C'est de l'engagement. Merci Léo. Je voudrais rajouter juste un petit truc. Moi, non, en fait, j'ai oublié quelque chose de très important quand même qui s'est passé dans le 18e, c'est que la mairie a ouvert un collège qui a été fermé, en fait, un collège pro qui a été fermé, bon, c'est un lycée pro qui a été fermé, ce qui est un peu un problème de fermer un lycée pro dans le 18e. Mais en tout cas, les bâtiments ont été repris par la mairie pour accueillir les familles qui étaient à la rue avec des enfants scolarisés dans les écoles du quartier, ce qui a permis quand même de mettre à l'abri un certain nombre de personnes. Ce n'est pas forcément une solution idéale, mais en tout cas, ces gens-là sont sortis de la rue. Du coup, les enfants sont au chaud. Ils ne dorment pas dehors entre 2 jours de classe, ce qui leur permet de suivre une scolarité presque normale. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'arrondissements qui l'ont fait. Donc voilà, franchement, merci pour ces familles. Et il y a le problème, mais loin d'être réglé dans l'arrondissement, qui accueille effectivement, qui domicilie en tout cas des familles dans l'arrondissement. Donc il y a pas mal encore d'élèves et ça va forcément avec l'hiver qui arrive, la problématique va se renforcer de familles qui sont encore à la rue dans notre quartier. Donc ce serait bien de partager avec d'autres arrondissements, n'est-ce pas ? Voilà. Je disais qu'il y avait des familles de Valadon qui viennent cuisiner dans la cuisine partagée de Quartier Libre, justement. Je pense qu'on ne reprochera pas aux habitants du 18e d'être trop solidaires, mais peut-être aux autres de l'être un peu moins. On va essayer de pousser plutôt dans ce sens-là. Et ce qui fut la star des Jeux Olympiques, alors pas tout à fait Jean-Michel, mais presque, du moins son quartier qu'il a porté à bout de bras pendant des années, qui est, et tu me corriges immédiatement, président. T'es président, toi ? T'es président. De l'amicale de locataires du Vivre au 93 La Chapelle, et qui a porté, suivi, accompagné, conseillé tous les projets de rénovation urbaine, de changement urbain depuis 20 ans, hein. Ouais, minimum. Et donc voilà, tu as un œil évidemment plus qu'aiguisé, connaisseur, et puis tu l'as vécu au quotidien, à la fois cette transformation du quartier. Je te laisse nous en dire quelques mots. Merci. Donc j'habite la Porte de la Chapelle, dans une des tours, depuis 1989. Voilà, puis que je travaillais. À ma retraite, je me suis passionné pour l'urbanisme notamment et beaucoup de choses. En tout cas, avec mon épouse, on fait vivre un centre social qui est ouvert sur tout le quartier de la Chapelle et où nous faisons énormément de choses.
Alors l'urbanisme, j'ai vu la transformation du quartier. Vous savez, si on prend le jardin, vous êtes arrivé par la rue ici des Poissonniers peut-être. Il y a le jardin des Traverses qui vient d'être ouvert. Je rappelais à notre ami qui va en parler tout à l'heure que ce parcours de la petite ceinture, je l'ai connu 4 ou 5 fois occupé par des candromes, qui étaient d'ailleurs des mondes. Quand on les visitait, c'était quelque chose, hein. Et qui ont été vidés, reformés. Donc il y a le jardin des Traverses. Un peu, quand on va un peu plus loin, vous avez peut-être vu une construction. Il va y avoir l'université à la porte de la Chapelle, 3000 étudiants. L'université ouvrira l'année prochaine. En face, il y a bien sûr l'Arena Adidas Arena, qui me plaît bien parce que en tant que grand amateur de basket, je viens de prendre un abonnement. Il y a les 18 meilleures équipes européennes de basket qui vont jouer pendant toute l'année. C'est pas rien. Voilà, ça c'est le basket. Après le basket, il y avait des transformations sur le stade des Fillettes où on va bâtir des terrains de football. Après, on continue. Vous avez la cité Charles-Hermite c'est commencé, des travaux énormes, qui va bénéficier d'une grande rénovation avec toute une opération organisée en liaison avec la mairie sur les changements d'appartements. C'est la cité Charles-Hermite, c'est une cité curieuse, il y a 1700 appartements. Et là-bas, depuis que je connais, les gens se sont toujours vécus comme des gens à part, un peu délaissés et tout. On a connu une période avec Daniel Vaillant où il y avait plus de 20% de vote Front National là-bas. Voilà, enfin, donc c'est une très grosse opération. Si je reviens derrière, il y a donc le jardin Chapelle-Charbon, avec le parc qui doit, puisqu'on va parler de l'avenir, il doit s'étendre, ce parc. Et de l'autre côté, le quartier Chapelle International, auquel j'ai participé à des travaux. Alors ça fait 10-15 ans que je participe à tous les commissions d'urbanisme organisées par le 18e avec les élus, et puis tous les concours d'architectes. Je dois dire aussi que dans le progrès énorme qu'on n'a pas évident, je prends Chapelle International parce que les travaux de Chapelle International, on a commencé à travailler dessus il y a 10 ou 12 ans. Et il y a 10 ou 12 ans, il n'y avait pas forcément la même vue, la même liaison avec les architectes. Moi, j'ai vu une transformation terrible, c'est-à-dire que tous les nouveaux quartiers, j'ai oublié aussi la place Hébert, qui va être rechangée. Il y a des collaborations. Moi, j'y apprends beaucoup avec des architectes. Vous savez que Paris fait vivre les architectes. Il y a une loi une espèce de directive qui veut que chaque fois qu'il y a un immeuble, le programme suivant est confié forcément à un autre architecte. Et ce que j'ai vu, c'est la transformation, les rapports avec ces architectes sur les matériaux, sur les conditions de fabrication. Vraiment, en 10 ans, on a vraiment changé d'époque sur l'urbanisme parisien. Voilà. Donc, et puis, j'ai oublié quand même ce qui fait la merveille, c'est la végétalisation de la rue de la Chapelle et de la rue Max Dormoy un petit peu, création d'une double piste cyclable, ce qui n'est pas rien, on peut rentrer et sortir de Paris tranquillement. Et puis cette végétalisation, alors les gens, vous savez, ils croient que ce qu'ils voient, hein. Vous êtes habitués à ça, tout le monde critique et tout, mais là, bon, on voit que c'est beau parce qu'on y a mis 50 à 60 millions d'euros, c'est quand même pas rien, par la volonté d'Anne Hidalgo et aidé par Éric Lejoindre. On a transformé cette rue qui était vraiment un truc impossible, quoi. Avec, vous savez que là, cette porte de la Chapelle est un lieu extrêmement difficile. Arrive une autoroute d'A1. Quand on arrive d'Amsterdam en bagnole, on débouche là pour rentrer dans Paris. Enfin, ça pose un tas de problèmes. Là, on a au moins réduit la circulation automobile et les projets ne sont pas finis puisqu'il y avait un travail sur cet échangeur de la Chapelle qui est un monstre de voitures pour diminuer la circulation. Voilà, mais je vais arrêter là, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais vendre un peu ma crèmerie. Vous savez, je fais des balades de ce quartier de la Chapelle. J'en organise 3 pendant la fête des vendanges. Vous pouvez venir. Pas la peine de s'inscrire parce que les inscriptions, c'est toujours plein. Donc, je ne sais jamais qui vient pas parce que c'est gratuit. Donc, je vous invite. C'est la semaine d'après, le 9, 10, 11. Je fais une balade de 2 heures
avec des points un peu étonnants, où j'explique un peu l'histoire de ce quartier. Voilà. Et je finirai aussi en disant, j'aime bien citer dans ses ballades les paroles de notre maire, d'Éric, qui dit pendant des années, La Chapelle a servi Paris. C'est un lieu avec des entrepôts, avec des usines, des choses qui servaient la capitale. Donc il est bien maintenant naturel que Paris rende un peu à La Chapelle tout ce qu'elle a dont bénéficier. Donc c'est un quartier qui est transformé, mais bon, il y a encore des chantiers, tout n'est pas fini. Moi, pour l'avenir, je pense qu'il faut. Mais le plus gros a été fait pour l'instant, mais il y a encore plein de travaux d'aménagement de tous ces quartiers. Voilà. Et donc on va passer à l'autre bout du 18e, la place de Clichy. La place de Clichy, c'est vrai que c'est parfois un quartier que l'on évoque un peu moins, puisque ça ne se vivait justement pas comme un quartier. Et je pense que ça s'est déjà vu, mais ce qu'on aime tout particulièrement, c'est créer du lien. Et bah, c'est aussi ce que vous avez fait. Vous allez nous en raconter ça. Bonsoir. Donc moi je suis Michel Sien, je suis habitante de Grande Carrière depuis 20 ans. Donc j'ai vu aussi l'évolution de ce quartier en bas de Montmartre. Je suis cofondatrice d'une coopérative qui est une SIC, Société Coopérative Intérêt Collectif, qui s'appelle COP-Cité et qui a créé un petit lieu au fond d'une cour, la Villa des Créateurs. Donc tout le monde ne connaît pas ce lieu, mais c'est un incubateur. On l'a posé comme ça, qui crée en fait compte, dont l'objectif est de créer des projets qui réunissent collectivités publiques, associations, citoyens, entreprises également, et avec cette idée de refaire du lien sur un territoire en cassant un peu les silos et en reproduisant des projets ensemble. Donc en 2021, aujourd'hui on parle de grande enquête Paris 2030. On a eu une idée un peu folle, on s'est dit tiens, il y a une place, 4 arrondissements, 4 modes de vie, 4 élus différents. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble pour travailler en fait compte à mettre en visibilité ce territoire. Léo va présenter ensuite un peu la particularité de la place Clichy. Mais en tout cas, donc, assez rapidement, je me suis mis en contact avec la mairie du 18e et on a lancé une concertation sur du quartier vécu au quartier rêvé. L'idée, c'était de toucher des... Donc, c'est parti de nous, hein, pas de la mairie, mais en travaillant avec les conseils de quartier, avec les MVAC, on a eu cette idée de dire, tiens, comment on voit son quartier, comment on le vit. Et la particularité, c'était de le faire avec les 4 arrondissements. Donc 8e, 9e, 17e et 18e. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas toujours que cette place a cette particularité-là. Et avec un maréchal Moncé, je laisserai Léo en parler, que peu de personnes connaissaient ou connaissaient également son histoire. Et Léo vous racontera ce qui s'est passé avec nos maires en juin de cette année. Donc de cette concertation, on a réussi à toucher environ 120 personnes des 4 arrondissements. Mais bien entendu, l'arrondissement du 18e est un des arrondissements, on le sait, le plus actif, celui qui a le plus envie culturellement d'avancer sur ces sujets. Donc sur les 120 personnes, je pense qu'on avait une bonne moitié qui venaient d'habitants du 18e. Mais en même temps, c'était le reflet aussi de le 8e arrondissement, quartier Europe, c'est plutôt des entreprises. 9e, 17e étant aussi très actifs. Et donc derrière cette concertation, 50 citoyens se sont unis des 4 arrondissements et on a produit donc en juin 2021, je ne sais plus, 2021, 2022, en tout cas juin, on a produit un premier festival qui était un laboratoire, qu'on a considéré comme un laboratoire. Et qui a permis ensuite, et Léo va reprendre la main sur ce sujet, qui a permis ensuite de créer en fin de compte une association qui s'appelle les Amis de la place Clichy, qui est constituée d'habitants des 4 arrondissements. Et l'idée, c'était de dire, on part certes du 18e, mais comment en fin de compte on peut gommer un peu les frontières, puisque finalement on ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de frontières symboliques dans ce type de quartier, où par exemple les habitants de la rue Ganneron ne traversent pas pour aller rue des Dames, où on ne va pas côté Europe. Donc voilà, donc ça je laisserai Léo parler d'un peu de ce qui se passe maintenant avec le festival.
Et je voulais juste dire ce que j'imagine aussi pour le futur et pourquoi je pense que le 18e est aussi vraiment un arrondissement puissant dans la transformation culturellement, mais aussi démocratiquement. C'est qu'on a lancé, dans cette concertation, on avait mis en avant les 17 objectifs du développement durable avec cet objectif que comment on pouvait se les réapproprier au quotidien. C'est-à-dire, c'était bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est un programme de l'ONU qui, à l'horizon 2030, demande à ce que chacun, en fait, chaque pays et chaque citoyen s'engage à développer ces objectifs de développement durable. Et on s'est rendu compte que la culture n'était qu'un moyen, mais n'était pas vue comme un objectif de développement durable. Et suite à quelques ateliers avec des habitants du 18e pendant la fête des vendanges qui a suivi le festival, on a lancé l'idée de créer un 18e ODD dans le 18e arrondissement. Il y avait un gros clin d'œil qui parle de ce que nous appelons, nous, de la démocratie créative, c'est-à-dire de dire une autre manière de regarder la démocratie, de regarder l'engagement par le biais de l'art et de la culture. Et bien, ça peut être également un moyen très, très intéressant. Donc la première rencontre, on l'a faite à la Villa des Créateurs avec des habitants, principalement du 18e d'ailleurs. Et puis, grâce à M. Davio, pendant le festival, nous avons été en contact avec la Maison de l'Europe, avec Ursula Séraphin, qui est sa directrice. Et cette année, on a mené une deuxième étape, un changement d'échelle. On a fait un événement à la Maison de l'Europe qui vient de quitter le 17e pour aller dans le 16e. Donc c'est amusant aussi, on fait bouger un peu les arrondissements. Et on a l'objectif, au mois de mars, de proposer en fin de compte une rencontre avec l'UNESCO pour faire changer l'échelle et voir si l'UNESCO, qui est intéressée par ce sujet, le présente auprès de l'ONU. Et on se dit que c'est intéressant parce que tout ça est venu du 18e arrondissement et du soutien aussi, bien sûr, de la mairie dans le projet du festival que Léo va partager maintenant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet. Voilà. Merci Michel. Et du coup, donc moi c'est Léo Henriot, donc je suis coprésident de l'association des Amis de la Place Clichy, donc qui est l'association qui a émergé du collectif citoyen à l'origine de la première édition du festival. Et donc on organise maintenant chaque année le festival Mixité Place Clichy. Donc on a déjà fait 3 éditions. On a lancé la construction de la 4e édition. Et donc un peu comme l'a rappelé Michel, c'est vrai que c'est un festival qui a pour but d'abord de tisser du lien et de créer un véritable écosystème de quartier entre les habitantes et habitants, les associations, les commerçants et les entreprises et les artistes des 4 arrondissements autour de la place Clichy. Mais quand même, il faut quand même dire, force est de constater que, voilà, avec toute la bonne énergie que l'on met, il y a quand même un arrondissement qui apporte plus d'énergie et de dynamisme, c'est quand même le 18e, par sa richesse culturelle, la richesse de sa vie associative, même autour de la table, il y a même des partenaires du festival, Clin d'œil Vivian. Et donc voilà, c'est preuve de toute cette richesse que le 18e crée et perpétue, que nous on ressent même quand on est à la place Clichy, à la frontière de 4 arrondissements, avec cette place Clichy qui est cette particularité d'être finalement un impensé de 4 arrondissements. C'est-à-dire qu'on est, comme c'est une place qui est à la frontière, vraiment, à la frontière des 4 arrondissements, vraiment de manière, comment dire, excentrée, voilà, merci. En fait, c'est un impensé. Et c'est vrai que l'idée du festival aussi qu'on a eu avec cette association, c'était de remettre aussi la place Clichy non plus comme un impensé, mais la penser réellement, donc avec la concertation, avec les éditions du festival à travers lesquelles on essaie toujours de trouver une manière. Alors on l'a fait par des fils qu'on avait fait pour faire parler des habitants de leur place Clichy. Et à vrai dire, il y a un avis quasi unanime des habitants de la place Clichy qui est il y a trop de voitures sur la place Clichy, et donc il y a un besoin de toute manière de réduire la place de la voiture sur la place Clichy et de s'inspirer de ce qui a été fait sur d'autres places, à Bastille, à République, ou même voilà, ou à Nation. Et cette année, c'est vrai que voilà, on a eu on a réussi à poser un beau moment fort lors du festival avec cette inauguration de la statue du maréchal Moncey, donc, où Eric était présent avec le maire du 17e, M. Geoffroy Boulard, puisque pour l'anecdote, en fait, la statue du maréchal Moncey, donc cette statue qui orne la place Clichy, n'a jamais été inaugurée jusqu'à présent. Voilà, pour une anecdote historique dont je vous passerai les détails, elle n'avait jamais été
inauguré. Et donc voilà, on a fait une inauguration citoyenne, festive. Montmartre était descendu. Voilà, c'était fort sympathique. Hein. Maréchal Montcellier, c'était un maréchal qui avait défendu la barrière de Clichy lors du siège de Paris en 1815 contre les Cosaques. Voilà. Et en fait, ça n'a pas été inauguré parce que c'était un symbole, parce que c'était prussien. Après, c'était la guerre franco. En fait, ça a été inauguré. Enfin, ça a été érigé en 1869 au moment où la guerre franco-prussienne éclate. Et après, c'était un gouvernement républicain qui est arrivé et ils n'avaient pas envie à ce moment-là d'inaugurer un maréchal de Napoléon, quoi. Bon, voilà, ce qui était logique. Et donc, on a un petit peu détourné ça en faisant une inauguration, une vraie fausse inauguration, et en posant aussi cette idée que les habitants aussi des 4 arrondissements puissent se réemparer de cette place Clichy. Et voilà, et de ce qu'a pu dire Auric aussi lors de son intervention lors de l'inauguration, on a un besoin de repenser cette place Clichy. Et c'est vrai que on a tellement d'exemples d'autres places dans Paris dont il y a eu de belles rénovations de fait que voilà, la place Clichy, on espère demain avec le dynamisme du 18e, pourra être l'une des prochaines places à en bénéficier. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je vous propose qu'on repasse à 20 mètres, pas très loin. On parlait justement de se réapproprier l'espace public, et donc c'était une ambition qu'on avait portée justement autour d'Éric Lejoindre en 2020, qui se concrétise ces jours-ci avec le Jardin des Traverses, qui est juste derrière, et dont l'objectif c'est de se réapproprier l'espace public, et en particulier la petite ceinture, pour y faire un espace où on peut y vivre, où on peut y partager de bons moments, on peut y trinquer des coups, parce qu'on aime bien ça dans le 18e, mais pas que. C'est aussi un lieu où il se passe de l'agriculture urbaine, il se passe plein de choses, et je propose que voilà, Germain et Alexis puissent nous en dire davantage. Bonsoir à vous. Tout d'abord, merci pour l'opportunité d'être là. Ce projet a commencé en 2019 avec le collectif Vergers Urbains, Green Résistance et la Fédération Léo Lagrange. Et du coup, ça a été 4-5 années de très gros travail, et ça fait enfin plaisir de voir ce projet sortir de terre. Ça a été 7 mois de chantier. Nous avons commencé l'exploitation du coup depuis mi-juillet avec l'ouverture et le festival Rhizome. Et nous avons fait l'inauguration du coup il y a quelques jours avec Madame la maire et Monsieur le maire. Donc c'est un projet d'agriculture urbaine principalement, intergénérationnel, interculturel. Donc le site, nous l'avons pour 12 années. Et sur ces 12 années, du coup, quand la personne rentre en CP, elle sort à la fin au lycée. Donc c'est vraiment un parcours, et c'est là où on s'appelle le Jardin des Traverses. C'est la grande traversée en fait culturelle et éducative voilà, de nos enfants, de notre territoire. Et donc ce projet, il y a une serre dessus, il y a beaucoup de bacs de culture, on a ramené plus de 160 mètres cubes de terre, avec beaucoup de végétaux. Nous avons mis en place des espaces de transformation avec une cuisine. Donc du coup, tout ce qu'on sort pour l'instant va dans la cuisine. Il y a encore des réajustements à faire concrètement pour l'année prochaine. Et nous avons mis en place aussi une buvette associative qui fonctionne comme le bar commun pour le moment, et ce qui nous permet de faire adhérer les gens, d'avoir la liste des données, et comme ça, les gens peuvent être intéressés par le bénévolat, de venir nous donner des coups de main. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de participatif, inclusif. Voilà. Et je vous présente du coup Alexis Salé. Bonsoir, ça fonctionne. Merci à tous d'être là et de venir à notre rencontre. Donc, le Jardin des Traverses a été inauguré vendredi dernier, comme Germain l'a dit à l'instant. Mais c'est un espace qui a commencé à être ouvert à partir de mi-juillet, et donc qui a commencé à accueillir différentes choses sur l'ensemble du linéaire. Donc ce projet est complexe dans
pan, il accueille d'aspects différents en fait. Donc c'est plus d'1 kilomètre sur la petite ceinture de Paris. C'est une histoire diverse. Depuis 1934, la fermeture du tronçon, il y a énormément de choses qui s'y sont passées. Et donc voilà, il y a toute cette agriculture urbaine qui s'y déploie. Il y a la réappropriation d'un espace par le végétal et on essaye en fait de révéler l'ensemble de cette complexité aussi par une programmation culturelle qui, par sa diversité aussi, voilà, permet d'accueillir les différentes sensibilités, de permettre de venir aux personnes à la rencontre de ce jardin. Et donc, on a commencé depuis le 15 juillet à fédérer des acteurs du 18e arrondissement avec donc, le festival Rhizome qui a investi notre jardin dès le départ. Ça nous semblait une évidence en tant qu'espace vert, parc et jardin de la ville de Paris que d'accueillir ce festival qui investit ces différents espaces dans le 18e arrondissement. On a eu aussi Ciné Jardin qui est venu faire voilà, une projection de cinéma chez nous. Et ensuite, on a commencé à proposer des choses aussi par nous-mêmes. Et donc, il y a eu énormément d'ateliers. On a commencé à proposer une sorte de récurrence comme ça avec une action culturelle qu'on a nommée l'Art au Jardin chaque début de mois, qui est une proposition gratuite et ouverte avec des ateliers autour du végétal et différentes pratiques artistiques qui permettent d'observer en fait cet espace naturel de différentes manières et donc de pouvoir se rencontrer autour de ces ateliers. On a eu des expositions qui ont démarré sur le site, on a eu des moments de fête aussi, et voilà, tous ces moments ont permis en fait d'accueillir les habitants autour sur une première rencontre avec nous et avec cet espace, et par ces différentes actions, essayer de voir voilà, toute la complexité et la diversité de l'espace qu'on investit aujourd'hui. Et ça passe aussi par des actions culturelles connectées à l'éducation. On a donc des cours qui ont commencé, un premier cours en juin, une classe de SVT qui est venue mettre un peu les mains dans la terre. Et donc c'était beau de voir, voilà, au-delà d'une carte postale du végétal, d'avoir des odeurs, des sens en action, avec le toucher, avec voilà, différents rapports sensibles au jardin qui s'expriment. Et c'est par l'éducation que ça va se faire aussi. Donc on fédère différents collèges et établissements autour de chez nous. Donc là, c'était le collège Meilleur qui était venu. Et ça va se poursuivre. Et aussi dans ce but en fait d'accompagner vers l'éducation et un rapport voilà, sensible à ce jardin, on commence à faire des partenariats au-delà du 18e arrondissement avec l'université Paris 8 qui va aussi accueillir, on va accueillir un cours de master chez nous. Et en fait, ça permet par notre capacité à accueillir des primaires, des collèges, des universités, de pouvoir se rencontrer, créer une porosité entre ces différentes phases de l'éducation et de l'accès aux études universitaires derrière. On espère pouvoir créer des rencontres comme ça entre les niveaux, créer des passerelles peut-être et des envies et en tout cas un espace voilà, propice à la rencontre et à l'envie. Donc on est très heureux d'ouvrir aujourd'hui et pour ceux qui ne sont pas encore venus à notre rencontre, de vous accueillir demain. Pour la fête des vendanges d'ailleurs, effectivement, peut-être que la promenade passera par chez nous le 11 où on aura un concert de musique jazz qui va être sur site. Comme à l'inauguration, peut-être que certains ont pu en profiter déjà. C'est une musique qu'on apprécie soutenir et qui accompagnera très bien la fête des vendanges. On est partenaire du programme, donc vous pouvez venir nous rencontrer aussi à cette occasion et peut-être à l'issue de la promenade. Voilà, merci à tous. Et il y a même des défilés, j'avais vu un défilé de mode sénégalaise que j'ai pu voir. J'étais pas invité au deuxième, mais c'était très cool. Et, voilà. Des cours de danse. Serge, si tu veux faire tes cours de danse, tu peux.
Donc voilà, il y a plein de choses, il faut y aller. Vous auriez été encore ouvert, mais ça c'est la faute de Gilles. On aurait pu faire l'after là-bas, mais ce sera la prochaine fois. On va terminer par le plus important, enfin plus important en tout cas, ce qui a été mis à l'honneur ces dernières semaines à travers le sport. Peut-être tu es un peu notre influenceur du 18e, Vivien, non? Donc Vivien, qui est un habitant, un gamin du 18e, comme on pourrait l'appeler, mais qui est inénarrable sur tout ce qui se passe au niveau du sport dans le 18e. L'idée, voilà, c'est à la fois ce que je vous invite à suivre son compte Instagram, pour ceux qui ne le suivent pas. Il est en capacité de vous dire que tel sportif en telle année a joué dans un club du 18e. C'est assez impressionnant. Et voilà, donc tu as un œil avisé évidemment sur l'évolution du sport dans le 18e. Et puis juste après, on aura une petite vidéo surprise par ailleurs. Vivien. Bon. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Vivien Boibanga. Donc, je suis le fondateur d'une association qui s'appelle les Talents du 18. Et l'objectif de cette association, c'est de valoriser les bonnes initiatives et surtout essayer de créer des passerelles entre différents acteurs du territoire. Et on va dire à notre échelle, c'est de contribuer à ce que les autres puissent aller au bout de leurs rêves, beaucoup dans le sport, un petit peu aussi dans la culture, notamment avec les partenariats avec les amis de la place Clichy. Et il y a plusieurs choses. Quand on se projette sur Paris 2030, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu toutes les évolutions positives depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on était beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs, mais il y avait beaucoup moins de gymnases. Et en 20 ans, le 18e, pour moi, est passé de l'arrondissement presque le moins apprécié pour les sponsors et les partenaires privés à l'arrondissement le plus convoité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs sociales, beaucoup d'entraide. Et il y a un vivier incroyable. C'est ce qu'on appelle la jeunesse dorée, avec un partenaire qui s'appelle Home Sweet Mom. C'est que nous, ce qu'on essaye beaucoup, c'est la nouvelle génération, mais pas que. Ça peut être aussi les anciens, parce qu'on peut avoir plus de 40 ans et démarrer un nouveau projet. C'est vraiment d'expliquer donc les exemples de réussite et après, parfois, donner des conseils, ce qui se fait souvent dans du privé, des agences, mais ce qu'on n'a pas forcément à disposition. Donc au niveau du 18e, quand on pense aux 20 ans, et après on aura une vidéo de Sofiane, il y a plein de choses. C'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux gymnases, donc il y a eu l'Adidas Arena, il y a eu des rénovations des gymnases La Goutte d'Or, des inaugurations du gymnase Ostermeyer, Poissonnier qui a été rénové, qui a été aussi une terre d'entraînement olympique. Et vraiment, en 20 ans, on peut vraiment dire qu'on est devenu en fait l'arrondissement le plus convoité par beaucoup de personnes qui viennent de province, qui s'installent à Paris. Donc il y a beaucoup de nouveaux clubs, de nouvelles associations qui écrivent aux maires adjoints, aux maires, aux élus pour s'installer ici, ainsi que les deux plus grandes marques, donc Nike et Adidas. Donc Nike qui avait un district 23 dans l'ancien Tati, et Adidas qui a donc l'Adidas Arena qui avait aussi qui accueillait tous leurs athlètes de leur marque pendant les Jeux. Alors, ce qui est très important aussi, c'est la pérennité au niveau local. Donc, au niveau local, ce qui est important de se dire, c'est que le sport, il peut vraiment contribuer à changer des vies. Et l'éducation par le sport, il s'est fait par notamment la création de 2 sections sportives dédiées au sport féminin dans le 18e. Donc, une section de basket féminin et une section de rugby féminin. Et les 2 sections se trouvent dans le collège Girard Philippe. Et ce que ça a donné, c'est que ça a donné 2 athlètes olympiques venant du 18e, une qui a fini au bord de la médaille de bronze. Mais c'est vraiment ça. Plus que le haut niveau, c'est vraiment donner de l'espoir à des jeunes garçons, à des jeunes filles, de pouvoir pratiquer, découvrir de nouveaux sports. Et un autre exemple pour montrer d'où on part depuis 20 ans, c'est que en 2004, on n'avait pas vraiment eu d'athlètes ni olympiques ni paralympiques, à part les athlètes d'après-guerre, c'est-à-dire de Londres 48 à Helsinki 1952. Et depuis, sur les 5 dernières Olympiades, on a eu 8 athlètes olympiques et paralympiques, dont 3 femmes. Donc on est presque en plus à la parité. Et c'est pour dire à quel point l'action publique a pu aussi contribuer à donner une chance à tout le monde. Alors un autre aspect aussi, c'est vraiment la solidarité. Donc pour les personnes à mobilité réduite, jusqu'au début des années 2000, c'était assez compliqué. Et il y a eu un exemple d'un champion, Sofiane, un ami d'enfance, qui donc lui
voilà, il ne s'est pas laissé abattre par ses difficultés à se déplacer et en fauteuil. Mais il est allé au bout de ses rêves, il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Et puis il est parti en Italie, il est devenu le meilleur joueur du monde pendant quelques années. Et quand il est revenu ici au début de la crise sanitaire, ben, la mairie a fait un travail très intéressant, plus de nous aussi les partenaires, pour l'aider à fonder son club Paris Basket Fauteuil. Et donc son club, ça a été le 4e club à avoir un athlète aux Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, donc c'était le meneur de l'équipe de France lors de ces Jeux de Paris 2024. Ils sont tombés malheureusement contre les États-Unis, un petit peu comme dans tous les sports au basket masculin, féminin et handi-basket. Les États-Unis nous ont bloqués sur tout, mais ils s'entraînent pour se venger à Los Angeles 2028. Et vraiment, via ces exemples, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important au niveau local, en se projetant pour 2030, c'est d'avoir toujours plus d'accès à tous les niveaux. Là, on a pris quelques exemples de très haut niveau, mais le sport, c'est par exemple des initiations pour les mamans de la Goutte d'Or, via les enfants de la Goutte d'Or qui font des démarches pour les mamans tous les samedis matins. On peut penser à des clubs comme AFP 18 qui font un vrai travail de découverte culturelle pour les jeunes, où ça va emmener par exemple des jeunes dans des musées, même faire des voyages un petit peu, parce que par exemple, pas mal de jeunes parfois ne savent pas nager avant de découvrir une association. Et c'est un éducateur, une parole ou un prof, ça peut changer une vie. Et il y a aussi tout ce travail social de lutte contre les discriminations. Sur ces 20 dernières années, un exemple très marquant, c'est que je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de mélange dans les clubs. Par exemple, quelqu'un de Montmartre qui va jouer avec quelqu'un de la Goutte d'Or, quelqu'un de Clignancourt qui va jouer avec quelqu'un de la Chapelle. Et vraiment, cette lutte contre les discriminations, c'est vraiment très très important. Et il y a aussi beaucoup de journées de sensibilisation, il y a beaucoup de tournois de sensibilisation qui sont aussi réalisés parfois avec la mairie, parfois par des partenaires privés. Et il y a vraiment toutes les formes, cette lutte contre toutes les formes de discrimination, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur et qui est pris en compte au quotidien. Dans l'aspect solidarité, le 18e, c'est aussi devenu un endroit très apprécié par des associations caritatives pour notamment réaliser des défis sportifs solidaires pour soutenir par exemple des enfants malades, soutenir des causes. Dimanche, on a eu une course pour soutenir la Fondation du Souffle qui fait un travail important de recherche. Tous les printemps, on a un défi solidaire où nous, on est partenaire. C'est un défi pour médecine chirurgie cardiaque qui aide beaucoup des enfants atteints de pathologies cardiaques. Et ce sont vraiment toutes ces petites actions qui contribuent en même temps à toujours avoir plus de solidarité, mais à vraiment inculquer une mentalité d'excellence dans notre arrondissement. Et notre arrondissement, il est le plus demandé au niveau du sport parce qu'il y a un vivier incroyable, il y a beaucoup d'exemples de réussite. On a eu, par exemple, le champion Teddy Riner qui a vécu quelques années ici, qui était notamment champion olympique à Londres 2012. Son premier titre, c'était un habitant du 18e avant de partir dans les Hauts-de-Seine. Mais on a plein d'exemples comme ça. Et vraiment, nous, ce qu'on essaye de faire, du coup, nous, au niveau du quotidien, avec les talents du 18, c'est d'abord lister, effectivement, comme ça a été mentionné, parce que, en fait, quand on n'arrive pas à avoir notre historique, alors on a beaucoup d'historique dans la culture, dans l'art, et souvent dans le sport, on est un petit peu partenaire de la mairie, on échange beaucoup, on partage un petit peu, sachant que bien sûr certains habitants le font aussi. On peut penser notamment au maire et au maire adjoint qui ont organisé une soirée des champions en début d'année et qui va se refaire aussi chaque année pour valoriser ces champions du sport. Et donc voilà, nous, c'est vraiment toutes les semaines, on va vraiment lister un petit peu ce qui se passe de bien dans les actualités sportives. Donc, alors, il n'y a pas que les réseaux sociaux, on a un site internet, on écrit aussi dans un magazine qui s'appelle Montmartre en revue. Donc voilà, il y a plusieurs formats et on a une chaîne YouTube aussi. Voilà. Donc il y a un petit peu tous les formats selon les goûts et les couleurs, comme on dit. Et c'est vraiment, on essaie aussi par exemple de filmer les finales. On essaie beaucoup de donner des conseils parce que, par exemple, quand on parle au niveau du sport, l'excellence sportive, on pourrait dire par exemple les prochains jeux. Alors les Jeux d'hiver en 2026, mais LA 2028, ça se prépare maintenant pour beaucoup d'associations. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment de valoriser au quotidien et via des aides et via beaucoup de conseils et aussi via des mises en relation avec des partenaires. Et pour finir, voilà, c'est que nous, on s'est même inspiré
de ce qui se passe un peu au niveau national. Par exemple, au niveau national, il y a un concept qui s'appelle les étoiles du sport français. Ben, nous, au niveau local, on essaie de faire les étoiles du 18 où voilà, on essaie de réunir parfois certains acteurs pour leur donner des conseils. Au niveau des classes, on fait aussi des interventions avec d'autres partenaires, notamment certains partenaires de la Goutte d'Or, pour notamment les collégiens, ben, parfois leur expliquer que des exemples des réussites, ils peuvent être proches de chez vous et qu'il n'y a pas forcément besoin de devenir un tel ou un tel pour être une réussite dans le sport. Le sport, ce n'est pas forcément qu'être un athlète pro, c'est aussi peut-être travailler dans le sport, être un exemple de réussite, peut-être un avocat dans le sport, par exemple. Et dans le côté vraiment solidarité, c'est aussi, ben voilà, essayer, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est parfois faire des déménagements solidaires en mobilisant nos réseaux de sportifs. Donc c'est voilà, tout ce qui peut vraiment au niveau local contribuer à créer vraiment une culture, ce qu'on appelle de la gagne. Et on l'a vu au niveau des jeux, finalement, les sportifs français nous ont rendus fiers. Et les sportifs du 18e, au quotidien, nous rendent fiers, les sportifs, les éducateurs, les élus aussi qui reçoivent, qui les valorisent. Et par exemple, là, on est dans une soirée de Ligue des Champions. Ben, on a par exemple 2 footballeurs du 18e qui disputent la plus prestigieuse des compétitions. On a eu aussi quelques sportifs qui ont été dans des équipes de France jeunes. On a une sportive qui a été championne du monde junior d'Ultimate, une sportive qui a été championne cadette de basket cet été. Et on a une basketteuse aussi, du coup, qui était dans une section ici, qui vient d'entrer à l'INSEPS. L'INSEPS, c'est le pôle France, donc l'excellence à la française. Donc c'est vraiment un petit peu tout ce travail de valorisation et de conseil et de suivi finalement qu'on fait pour vraiment contribuer à un monde meilleur et générer vraiment une culture de la gagne en local. Merci beaucoup Vivien. Et donc, vous l'aurez compris, Sofiane Meaoui, qui est également un habitant, un enfant du 18e, qui a été dans l'équipe de France de Paris Basket, de l'équipe de France, pardon, de basket fauteuil, et qui a fondé l'équipe de Paris Basket fauteuil, voilà, qui nous a... Il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir parce qu'en fait, il est en entraînement, contrairement à nous. Et donc, il nous a fait une petite vidéo. Oui, après avoir... On a des fichiers, Maxime, sur ton ordi. Hein, ah oui. Oui, effectivement, j'ai pas eu l'occasion, mais c'était effectivement un honneur. Donc, grâce à ces actions, j'ai été recommandé par donc, et la mairie du 18e et la mairie de Paris pour être un des porteurs de la flamme. Et une des preuves de transformation, c'était un engouement incroyable. Du coup, le 15 juillet, en partant de Porte de la Chapelle, en traversant vraiment tous les quartiers. Donc, puis j'ai eu ce qu'on appelle le fameux torche kiss avec un certain Jamel Debbouze, mais vraiment, voilà, c'était vraiment un honneur. Et aussi au niveau de la flamme paralympique, on a eu 3 porteurs du 18e. On a une certaine Elisa, directrice des canaux. On a eu Diana Gandega, une athlète olympique. Et on a eu un artiste Giorgio qui est très engagé pour notamment les sports paralympiques. Donc c'était vraiment un honneur et voilà, de pouvoir répondre, notamment de parler du 18e. Dans plusieurs médias, sur BFM, sur France 2, sur RTL, sur la chaîne olympique. Et c'est vraiment ce type d'action voilà, qu'on essaye de faire. Voilà. On essaye, on va dire, d'être des ambassadeurs positifs du quartier, tout en créant un réseau qui suit et les personnes ici et les personnes qui partent à l'étranger parfois. Ah, c'est... Bon, dans quelques secondes. Bonsoir. En fait, il y a une chaîne qui a été créée pour mettre en évidence et en valeur tout ce qui se passait dans le 18e.
Je vois que vous avez tous des choses à dire et vous avez tous des sites, sauf que si on ne connaît pas, on ne peut pas aller vous chercher. Nous, on a fait, il y a notre caméraman là, qui est là, on a fait une chaîne où on essaye de mettre en valeur tout ce qui se passe dans le 18e. On a filmé Quartier C, donc la dame qui demandait l'adresse tout à l'heure, elle peut aller voir la vidéo. Donc vous avez tous des portables. Vous pouvez regarder tout de suite Jules et Jo Astérix 18. Vous pouvez regarder. Et vous vous abonnez tout de suite. Vous cliquez sur abonner Jules et Jo 18. Allez-y. Vous regardez, vous allez voir tout ce qui se passe dans le 18e. Jules et Jo, Astérix 18. Alors, il y en a sur... on est présent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc, voilà, ceux qui ne trouvent pas, ils viennent me voir à la fin de la séance. Voilà, c'est tout. Ah. Salut, c'est Sophie. Meyaoui, habitant, et surtout j'ai grandi dans le 18e arrondissement. Le 18e, pour moi, c'est une ville dans une ville, parce que c'est vraiment une chance d'habiter dans le 18e. Tant de culture, tant de quartiers différents, d'ambiances différentes. Donc c'est juste énorme. Comme vous le savez, je joue aussi en équipe de France de basket fauteuil. J'ai eu la chance de pouvoir vivre les Jeux paralympiques à Paris. C'était vraiment un événement exceptionnel. Et j'étais fier de pouvoir représenter le 18e comme athlète paralympique. Je suis aussi le président d'un club, le Paris Basket Fauteuil. Et du coup, j'en profite pour remercier toute la mairie du 18e et son maire, et monsieur le maire, de m'avoir permis, de m'avoir donné cette chance de pouvoir créer mon club et ainsi de pouvoir aider des centaines de jeunes en situation de handicap qui, aujourd'hui, grâce aux Jeux paralympiques, me contactent presque tous les jours pour venir intégrer le club. Donc aujourd'hui, on est à peu près à une quarantaine de licenciés, ce qui est énorme dans le monde du handicap. Donc encore merci à tout le 18e. C'est vraiment merci de me donner la chance de pouvoir parler, de pouvoir témoigner et de vous dire voilà, continuez ainsi. C'est important de donner la chance vraiment à tout le monde, peu importe qu'on soit riche, pauvre. Et je pense que c'est aussi la chance de cet arrondissement, c'est qu'il y a une classe moyenne qui est importante, mais on n'oublie pas aussi les pauvres, et on n'oublie pas aussi, il y a des personnes qui sont riches, mais on les intègre, tout le monde on n'est qu'une seule équipe, qu'une seule famille. Et moi, c'est ce que je ressens, et c'est pour ça que j'adore ce quartier. Merci à vous, passez une bonne soirée, et j'espère vous recroiser très bientôt. Donc merci à toutes et à tous nos intervenants d'avoir pu nous faire partager à la fois leur passion, leur parcours et leurs aventures. Peut-être juste avant d'avoir un mot de conclusion par la suite, peut-être est-ce que 3-4 questions maximum, après on pourra prolonger autour d'un verre de l'autre côté, mais s'il y a 3-4 questions, interventions. Mohamed, si tu veux. Je t'en prie, là. Donc là, j'ai 2 hommes, il faudrait 2 femmes aussi pour intervenir. Merci beaucoup, donc c'est Haman. Bravo à vous tous, félicitations. Mais je voulais taquiner Jean-Michel parce qu'il a parlé de son quartier, il a oublié la Alpajol. Nous avons travaillé dans tout ça, là, hein? Dans le quartier, la chapelle Alpajol. Bon, non, mais oui, je sais. Non, je voulais donc introduire, c'est que on a oublié de parler le patrimoine architectural du 18e arrondissement. Donc toute la partie porte de Montmartre, porte de la Chapelle. Donc tous les ans, j'organise une manifestation dans le cadre de Journée nationale de l'architecture. Et là, ça va démarrer du 18 au 20 octobre. C'est-à-dire que les gens viennent de partout, de Belgique, de Norvège, pour voir cette architecture de Paris Habitat. Donc je vous invite, si vous avez le temps, mais il faut s'inscrire. Merci beaucoup. Hélène a un scoop. Pas vraiment un scoop, mais j'ai oublié de dire que le 29 ou le 30 novembre, nous fêtons nos 5 ans. Donc vous êtes cordialement invités à venir à la fête à Quartier Libre.
Je vous en prie, venez. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir aujourd'hui et de nous montrer ces belles perspectives que vous avez pour 2030. Je ne vais pas prendre énormément de temps aujourd'hui, mais j'avais un petit message à faire passer et des questions à poser également. Sur un de vos posts Twitter, vous mentionnez que grâce à vous, oui, notre bel arrondissement Paris 18 s'est transformé au fil des années, que ce soit au niveau du paysage urbain et de la mobilité apaisée. Alors, je ne crois pas que vous parlez du triangle d'or de Jean Poulet Poissonnier, du moins je ne l'espère pas, ne serait-ce que par respect pour les habitants de ces rues oubliées, et il y en a ici ce soir, je les ai vus. Monsieur Lejoindre, je constate une rupture d'égalité avec les autres citoyens du 18e qui bénéficient de moyens efficaces pour que la sécurité et la salubrité soient assurées. J'ai retrouvé votre lettre ouverte datant de 2014 à un éditorialiste du Figaro. Vous mentionnez, petit 1, une présence massive des vendeurs à la sauvette. C'est vrai, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et petit 2, une nécessité de diversifier les commerces de ce quartier. Car oui, qui a besoin aujourd'hui de 15 boucheries dans 3 rues? Alors aujourd'hui, mes questions sont simples et les suivantes. En 10 ans, je constate que rien ne s'est amélioré, étant habitant du 18e depuis la moitié, depuis 5 ans. Alors ma question aujourd'hui est quelles sont les mesures qui vont être prises en compte contre les vendeurs à la sauvette et les trafiquants, et où en sommes-nous avec la diversification des commerces qui, à mon sens, est très importante. Vous parliez de paysage urbain, et bien pour moi, le paysage urbain de Châteaurouge n'est que déchets, montagnes de carton provenant des bouchers, mais aussi des poissonniers et des primeurs, il faut le dire, puis économie circulaire utilisée par les vendeurs à la sauvette, puis abandonnée sur l'espace public. Vous parliez de mobilité apaisée, moi je parle d'un parcours du combattant pour rentrer chez soi le soir, si vous habitez dans ces 3 rues. Je pense que vous pouvez en témoigner. Que ce soit le matin, le midi, l'après-midi et le soir, entre tous les aliments qu'on puisse vendre, les médicaments qui sont interdits comme le sniper, les barbecues qui nous pourrissent la vie à chaque saison, qui sont en plus un réel danger. En venant tout à l'heure, on est passé devant une crèche, on faisait un barbecue devant la crèche, donc merci aussi pour les enfants. Voilà, à chaque saison c'est comme ça, et si on ose leur dire qu'ils gênent le passage gentiment, vous vous ferez insulter pour ma part de sale blanche, ou alors comme pour un de mes voisins, insulté et poussé au sol. Il est présent ce soir et bien sûr il a dû porter plainte. Donc dans ce paysage urbain, il n'y a pas de respect des lois, des habitants et des règles de cohabitation, ce qui est bien dommage par rapport aux valeurs qu'on porte aujourd'hui. On aimerait juste un respect mutuel et un savoir-vivre ensemble. Monsieur Havé vous dirait que le secteur Châteaurouge est celui où le plus de missions de la police municipale sont programmées, et c'est vrai, on les voit sur le terrain. Et au niveau de la verbalisation, c'est là où c'est le plus important. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, c'est pas du tout suffisant. Monsieur Badinal lui dira que Châteaurouge est le quartier le plus nettoyé. Oui, mais moi, par là, je comprends que c'est surtout le plus sale et le plus crasseux. Et s'il est aussi nettoyé, c'est notamment grâce à une association, je ne savais pas si vous la connaissez, de la vie de Jean. Car oui, en 2017, le tribunal administratif de Paris a retenu une double carence fautive du maire de Paris, du préfet de la police en matière 1 de salubrité et de sécurité. Donc je conclus, 7 ans après, on constate que la situation pour cette petite portion du 18e n'est pas prise au sérieux, que les pouvoirs publics ne s'emparent pas de ce dossier, n'y apportent pas de solutions concrètes sur le long terme et aux effets visibles sur le terrain. Si on vise ensemble, monsieur Lejoindre, 2030, eh bien, il faudra tenir les engagements de 2014, ça fait quand même 10 ans aujourd'hui, le temps a passé. Faire en sorte que Châteaurouge ne devienne pas le nouveau Marx d'Ormois, très mauvaise presse aujourd'hui, on le voit partout. Et donc voilà, j'aimerais juste qu'on réponde à ces 2 questions aujourd'hui. Et si vous êtes dépassé, eh bien, faites-le juste le nous savoir, comme ça on ne perdra pas notre temps. Je vais me permettre de répondre directement. Parce que je me permets d'avoir croisé certains gens de mon immeuble, une personne de mon immeuble, donc on connaît bien. Donc vraiment, c'est un lieu où vous pouvez venir, proposer, n'hésitez pas, vous pouvez faire vos propositions, et n'hésitez pas à proposer ce que vous souhaiteriez justement que la mairie fasse en la matière. À la fois, vous l'avez dit, sur les moyens qui sont mis, on met le paquet. On a des priorités, La Chapelle, Châteaurouge,
porte de Clignancourt, porte Montmartre, et on traite toutes ces priorités de concert. À la fois, vous le disiez, sur les interventions de la police municipale. On a le record d'amendes dans ce quartier-là. Ce n'est pas suffisant, évidemment, puisque c'est aussi un travail de concert. Vous citiez la vente à la sauvette, c'est une compétence de la police nationale, avec laquelle on travaille sur des missions communes et également sur lesquelles on réclame des effectifs supplémentaires. Je vous donnerai juste un chiffre. Hein. Le commissariat du 18e, on avait à peu près 1000 agents au début des années 2000, quand Daniel Vaillant, maire du 18e, était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on en a à peine 600. Donc moi, je suis très content que vous veniez ici pour exprimer vos sentiments, votre colère. N'hésitez pas également à, quand vous glissez un bulletin de vote aux prochaines élections, sur la suppression du nombre de fonctionnaires, quand des gens qui veulent baisser des impôts, eh ben c'est ça aussi qu'on a les conséquences. Les décisions nationales, on a les conséquences aussi sur les trottoirs du 18e. Et donc, autour du maire du 18e, autour d'Éric Lejeune, on va continuer à faire ce travail-là, sur préempter des commerces. On l'a fait sur des commerces et on mène une bataille judiciaire, je pense par exemple à la rue de Jean. On fait une bataille également vis-à-vis de la vente à la sauvette de concert, en accompagnant d'un point de vue social, on le fait par exemple aussi sur la porte Montmartre. Et puis voilà, on prend aussi vos propositions, n'hésitez pas. Et puis on va être encore là. On était là hier pour accompagner et écouter les habitants. On est là aujourd'hui, on le sera encore là demain. Donc n'hésitez pas à échanger, on est voisins, profitez-en. Amos, on va faire alternance femmes-hommes. Bonsoir. Moi, c'est Amos. Je vais garder le côté positif du 18e parce qu'il faudrait savoir que depuis 20 ans, le 18e a tellement évolué et il est très important d'être optimiste et positif. On ne peut pas toujours prendre tout ce qui est négatif pour pouvoir salir tout ce qui a été fait comme grand travail durant toutes ces années-là. Et je suis président d'une association 18e qui est nouvellement créée. Et justement, nous travaillons dans ce cadre-là parce que nous avons opté pour une politique de proximité dans les communautés africaines et du monde aussi, parce que lorsqu'on parle des délinquants, c'est parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur le territoire français et qui ont du mal à s'intégrer et qui ne savent même pas comment il faudrait justement se tenir pour pouvoir demander pouvoir faire des procédures, afin de pouvoir avoir une vie et une connaissance, surtout à la langue française. Et nous les accompagnons dans ce sens-là. Et aussi, nous avons aussi opté pour le désenclavement des esprits qui ne sont pas justement dans la culture française, pas le théâtre. Je prends un exemple tout simple. Je suis d'origine camerounaise et j'ai eu la chance d'être naturalisé dans le 18e et passer aussi mon premier le vote dans le 18e. Et malheureusement, quand on fait la tournée des communautés africaines et aussi asiatiques, on se rend compte que bon, voilà, il y a beaucoup qui se sentent un peu mis de le côté. Malheureusement, on avait espoir lors du quinquennat de François Hollande qui nous avait promis le vote des étrangers au municipal, qui était vraiment une proposition qui devait vraiment beaucoup faire évoluer les choses, parce que nous aimerons beaucoup faire en sorte que dans le 18e, tout le monde soit impliqué dans la vie de son quartier et aussi de l'arrondissement. C'est pour ces raisons que nous avons eu l'honneur de faire venir une personnalité publique de par les écrans. Plus belle la vie, par exemple. Je prends un exemple pour Plus belle la vie que tout le monde connaît. Émile Abosolo, qui a mis un programme de théâtre dans la ville depuis 2 semaines pour permettre aux jeunes, déjà d'abord de se découvrir autour de la parole, de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité, au lieu de pouvoir toujours prendre prétexte qu'ils n'ont pas, la possibilité de faire des études ni de s'engager dans le sport, comme Viviane l'a dit. Et si vous me permettez, tout simplement, c'est de pouvoir donner la parole à Émile Abosolo, de proposer justement ce dont il nous a proposé dans le 18e, parce que lui, il est avec Bernard Camper en ce moment au théâtre Antoine, et il fait beaucoup de travail dans d'autres arrondissements concernant l'éducation des jeunes qui veulent exercer dans le théâtre, dans la culture, dans le cinéma. Donc, si vous me permettez 2 minutes. Oui. Émile. Bonsoir à toutes et à tous et merci de pouvoir me donner la parole. Je ne serai pas long. En quelques mots, j'ai eu le bonheur de rencontrer Amos et ce travail
autour de la parole comme outil de médiation, mais aussi de médication, parce que c'est la même racine, c'est le même mot, pour apprendre à se connaître, prendre soin de soi, et pour apprendre à arrêter d'avoir peur d'entrer en communication avec les autres. Parce que je pense que la plupart du temps, quand on a peur d'être dans un espace public, c'est parce qu'on est mal à l'aise dans un espace intime. Et donc je pense que si jamais le travail sur la prise de parole comme outil de communication peut aider, ça peut aider de soi à soi, d'un individu à soi, ça peut aider dans les familles, apprendre à se connaître, apprendre à se parler et apprendre que la parole n'est pas interdite, elle est offerte à tous, mais il faut apprendre à l'apprendre, il faut apprendre à la comprendre et il faut apprendre à la partager. Voilà. Et on va prendre une dernière prise de parole pour être parfait sur l'égalité femmes-hommes. Gabriel, tu avais bien levé la main. Je te laisse venir. Merci Kevin, bonsoir à toutes et tous. Moi je profite du fait que le quartier effectivement Porte de la Chapelle a été mis à l'honneur ce soir et que la halle Pajol a été évoquée pour faire une annonce, parce qu'il y a plusieurs annonces ce soir. Le prochain événement, donc Paris 2030 dans le 18e, aura lieu à la halle Pajol au sein de l'auberge de jeunesse et ce sera une projection débat avec, autour de Julie Gaillet sur la question de la place des femmes dans l'espace public. Elle a réalisé un film sur Olympe de Gouges, donc cette grande révolutionnaire qui est mise à l'honneur par les statues de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques que vous avez tous vu probablement surgir de la scène et sans divulgacher quoi que ce soit, puisque c'est déjà dans la presse, ces statues seront installées prochainement dans le 18e, le long de la rue de la Chapelle. Et donc ce sera quelque chose d'absolument unique en France, avec une concentration donc, de ces 10 statues de femmes historiques de notre matrimoine qui seront mises à l'honneur donc, dans cette porte et cette arrivée dans Paris. Donc on est évidemment extrêmement fiers de ça, mais ce n'est pas la seule réalisation de ces dernières années sur le sujet de la mise en valeur du matrimoine. On en parlera bien sûr le 16 octobre, donc je ne suis pas plus longue, mais notez bien 16 octobre, 19h, Halle Pajol. Et on parlera de, voilà, notamment du fait qu'à Paris, près de 15% des noms de rues portent des noms de femmes, alors que c'est 5% dans le reste du pays, de tout le travail qui a été fait sur la question de la largeur des trottoirs, la question de l'éclairage pour favoriser la présence des femmes dans l'espace public. Peut-être un dernier mot aussi sur le sport et la question de la mixité, de la lutte contre les discriminations. Dans le 18e, donc autour d'Éric, il y a eu un volontarisme très fort sur le sujet, des créneaux sont réservés, enfin on favorise en fait les clubs sportifs qui mettent en place des équipes féminines sur les créneaux sportifs de la ville et notamment dans le football. Donc il y a vraiment un volontarisme fort sur ce sujet. Je termine là-dessus et donc rendez-vous le 16 octobre à la halle Pajol. J'espère vous y voir nombreuses et nombreux. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous et à tous nos intervenants. Voilà, qui nous ont partagé leur passion et pour ces interventions. Je propose peut-être à Éric Lejoine, le maire du 18e, voilà, pour dire un mot à la fois, non pas de conclusion, mais peut-être d'ouverture sur la suite. Merci Kevin, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment pas un mot de conclusion, parce que l'idée c'est justement de continuer à écrire une histoire qui date de bien avant que nous soyons les uns et les autres dans la vie associative ou dans la vie politique aux responsabilités, mais qui était aussi une occasion pour nous de reparler du 18e et d'en parler un peu différemment, effectivement, des obsessions qu'un certain nombre d'éditorialistes peuvent avoir sur l'image qu'ils veulent projeter de notre arrondissement. Et c'est pour ça, je vais peut-être commencer là-dessus, que effectivement, je ne vois pas un secret, quand Éric Zemmour, j'étais tout juste maire, donc ça devait être en 2014 ou en 2015, avait une fois encore... Non, c'était pas Éric Zemmour, c'était un mec du Figaro, enfin bon, peu importe, de toute façon, c'était le même genre de personnage, avait déversé sa haine contre nos quartiers. Je m'étais dit effectivement que le rôle du maire du 18e, c'était un peu de lui répondre aussi. Pas de dire qu'il n'y a pas de problème. Je suis quand même le mieux placé pour savoir que des problèmes dans le 18e, il y en a plein. D'ailleurs, probablement que s'il n'y avait pas de problème,
c'est pas une équipe de gauche qui aurait été élue pour gérer cet arrondissement. En général, quand il n'y a pas de problème, on choisit plutôt des équipes plus conservatrices pour maintenir un espèce d'entre-soi. Donc pas pour dire qu'il n'y a pas de problème à Châteaurouge, il n'y a pas de problème à Marx-en-Bois. Pour dire que Châteaurouge ou Marx-en-Bois, ce n'est pas en soi un problème. Et ce qui a été, je crois, admirablement révélé, peut-être que certains l'avaient oublié, nous on le savait, par les JO, c'est justement de dire que nos quartiers ne sont pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans nos quartiers. Il y a plein de problèmes dans nos quartiers. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin de nous. Mais ce n'est pas un problème en soi. Et notre rôle, moi, comme maire du 18e, les uns et les autres dans les différentes responsabilités que vous avez choisi de prendre pour faire vivre l'ouest ou l'est du 18e, c'est de progresser, de régler ces problèmes et de le faire sans expulser. Parce que c'est la solution de facilité qui a été utilisée dans bien des endroits. De dire, il y a un problème à un endroit, on va faire partir tous ceux qui y sont, on va mettre des gens nouveaux, si possible un peu plus riches, et puis il n'y aura plus de problème. Ce n'est pas le chemin qui a été choisi, pas par moi, qui a été choisi il y a 20, 30 ans, hein, dans le 18e, ça fait bien longtemps que c'est cette idée. Parce que nous, on sait ce que notre ville, Jean-Michel le disait sur la porte de la Chapelle, doit à ces quartiers populaires. Mais c'est effectivement d'essayer de progresser. Et moi, ça ne fait pas 5 ans ou 10 ans que je suis dans le 18e, ça fait 20 ans maintenant que j'habite le 18e. J'habitais d'abord à la porte de la Chapelle et maintenant j'habite à la Chapelle. Donc je vois un peu les sujets. Moi, quand je suis arrivé dans le 18e, non seulement il y avait des problèmes dans le triangle Poulet de Jean Poissonnier, moi, le seul endroit de ma vie où j'ai eu peur dans le 18e, c'était rue Mira. Aujourd'hui, tout le monde se balade rue Mira en disant « incroyable la rue Mira ». Je me rappelle quel était l'état de la rue de la Goutte d'Or. Au moment où moi, je suis arrivé dans le 18e, tu parlais de la rue de la Charbeau. Moi, je me rappelle, et c'est pas complètement réglé d'ailleurs, de la problématique de la rue de la Charbonnière. J'habite à la Chapelle. Moi, quand je suis arrivé à la porte de la Chapelle, inutile de dire que ça ne ressemblait pas à ce que c'est maintenant. Puis j'ai déménagé à la Chapelle. Moi, je me rappelle, quand il y avait l'île aux Caillers, la rue Pajol, la rue Philippe Dujar, c'était que des problèmes. Alors aujourd'hui, il reste un problème, effectivement, des difficultés rue Marx-Dormois. Il faut qu'on les règle. Enfin, on est quand même passé de problèmes dans tout le quartier à un problème à la Chapelle et rue Marx-Dormois. Ce qui veut dire, si j'essaye de positiver, qu'on n'a plus de problème à l'île aux Caillers, qu'on n'a plus de problème rue Philippe Dujar et qu'on n'a plus de problème rue Pajol. C'est quand même un résultat incroyable. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit moins actif pour régler les problèmes de la rue Marx-en-Bois? Certes non. Mais ça veut peut-être dire que le chemin qu'on a choisi, certes un peu plus long, il a donné des résultats. Et si on reprend la situation de la Goutte d'Or, moi quand je suis arrivé dans le 18e, je n'avais jamais habité à la Goutte d'Or, enfin, le premier problème, le plus grand problème de ce quartier, c'était l'habitat insalubre. Il y a des gens dont les immeubles leur tombaient sur la tête. Quelle est la différence entre ce que nous on a fait et ce que d'autres ont fait? C'est la différence entre la Goutte d'Or et Marseille. Voilà. Alors, tout ne va pas bien à la Goutte d'Or. Et tout ne va pas bien à Châteaurouge. Enfin, ça va quand même mieux. D'abord, ça va quand même mieux que ça n'allait, ce qui n'est pas si mal, déjà. Et ça va quand même mieux que dans les endroits où la puissance publique a décidé de ne pas s'occuper de ces sujets. Et nous, on a décidé de s'en occuper. Et maintenant, moi je me rappelle, rue de Deauville, il y avait 2 voies de circulation, il y avait des bagnoles garées partout, il n'y avait pas de fleuristes, il n'y avait pas du tout de diversité commerciale. Je me rappelle de la rue des Poissonniers, je me rappelle, je l'ai dit, de la rue Mira. Quand même, ça a changé. Et ça, imaginez, moi quand je suis arrivé dans le 18e, on m'aurait dit une librairie rue Mira, j'aurais rigolé. D'ailleurs, quand j'ai dit on va accueillir les JO à la porte de la Chapelle, il y en a un certain nombre qui se sont marrés. Parce que eux, ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait faire ça. Et nous, on s'est dit, si, on peut. Et ça va être difficile. Je me rappelle les discussions quand il a fallu convaincre que oui, on pouvait mettre l'Arena à la porte de la Chapelle et que non, on n'allait pas détrousser tous les clients de l'Arena. Il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas complètement convaincues, qui pensaient que peut-être si on pouvait le mettre du côté de Bercy, voire dans le 16e, ce serait quand même plus sûr pour tout le monde. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On n'a pas fait le choix de la facilité. On n'a pas fait le choix de la simplicité, on a fait le choix de la transformation sans l'exclusion. Sans l'exclusion. Et c'est ça qui est le cœur de ce que nous, on voulait faire pour le 18e, que je continue d'ailleurs de porter. La transformation sans l'exclusion, sans le remplacement, sans l'expulsion de nos territoires de ceux qui, au fond, contribuent à le faire vivre. Parce que c'est une différence entre Paris, si on compare Paris intramuros, quoi, avec les très grandes autres métropoles mondiales avec lesquelles on peut se comparer. Je pense à Londres,
à Hong Kong, aux villes américaines. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Paris? Ce qui fait la spécificité de Paris, c'est qu'on peut continuer à habiter à Paris, même quand on est instit, même si on est femme de ménage, même si on est infirmier ou infirmière, ou policier. C'est ça, vous allez au centre de Londres, vous pouvez y habiter du tout. Enfin, si vous voulez habiter au centre de Londres, si vous voulez habiter à la City, il faut vraiment être très 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 riche. C'est pas le modèle qu'on a voulu avec Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant et Anne Hidalgo pour Paris. On a voulu ce modèle d'une ville de la diversité. Et c'est ça qu'on essaye de faire vivre. Alors oui, c'est difficile. Peut-être que c'est plus... Encore, je ne sais pas. Mais c'est peut-être plus facile de faire vivre des ghettos séparés. D'un côté, ceux qui se ressemblent, de l'autre côté, ceux qui se ressemblent, et de troisième côté, ceux qui se ressemblent. Je crois que ce serait le pire chemin que notre République pourrait prendre que de penser qu'on peut vivre en ghettos séparés. Voilà pourquoi on s'est tant engagé, bien avant que je ne sois maire d'ailleurs. Encore une fois, je dis je parce que je parle de moi, mais en fait, c'est des mouvements qui dépassent les individus que nous sommes. Voilà pourquoi on s'est tant engagé sur la question de la mixité scolaire. C'est peut-être plus simple d'avoir d'un côté les établissements où tous les élèves se ressemblent, puis d'un autre côté les établissements où tous les élèves se ressemblent. Puis on va mettre un peu plus d'argent dans ceux où tous se ressemblent, en espérant qu'on va faire comme si, en mettant un peu de moyens, en mettant un peu moins d'élèves dans les classes, on allait en fait arriver à élever tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas gérer un territoire, une ville, en ghettos séparés. Donc nous, notre sujet, c'est de casser les ghettos. Surtout, en permanence. Et notamment, vous avez bien raison, sur la question des ghettos commerciaux. Et c'est vrai des rues Poulet de Jean Poissonnier, c'est vrai aussi de la rue Maxandroit. Il y a 20 ans, c'était vrai de beaucoup plus de quartiers du 18e. Sur un marchand de fleurs rue de Deauville, là aussi, je me rappelle quand il s'est installé, les gens disaient mais jamais il va tenir, jamais ça va rester. Vous imaginez ça? Un fleuriste à l'angle Poissonnier de Deauville, personne n'y croyait. Ben non, on y croyait. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a créé à cet endroit-là du logement social qu'on a pu y mettre le fleuriste. On n'aurait pas fait de logement social, on n'aurait pas eu le local commercial, il n'y aurait pas eu le fleuriste de la rue de Deauville. Alors ça suffit pas, un fleuriste. Ah, quand même, nous on y a cru, et jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'a pas fermé. Ce qui veut dire qu'on peut y arriver, et qu'on peut y arriver avec notre méthode. Et je ne suis pas sûr qu'il en existe vraiment une autre, sauf, encore une fois, à dire qu'on va se séparer. C'est le chemin qu'un certain nombre de responsables veulent prendre. Et après, c'est la démocratie. Moi, c'est pas ce à quoi je crois. Et moi, je crois que c'est pas ce que le 18e démontre. Et je voulais en finir, pas en finir parce qu'on n'en finit jamais avec le 18e, mais élargir un peu le propos, parce que c'est vrai que quand on regarde le 18e, on est toujours... enfin, d'ailleurs, pas le 18e, mais quand on regarde un territoire, on est toujours à se demander à quelle échelle on le regarde. Est-ce qu'on le regarde à micro-échelle? Qu'est-ce qui se passe dans ma rue? Qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, à une échelle un peu plus haute? Qu'est-ce qui se passe dans mon arrondissement? Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Et nous, notre rôle, c'est d'essayer en permanence de marier ces échelles, parce qu'au fur et à mesure de nos journées ou de nos vies, on est un peu plus un habitant d'un quartier, un peu plus un habitant de tout Paris, un peu plus un métropolitain, et on évolue dans ces espaces différents. Et donc le sujet pour nous, c'est... Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux qu'on ait pu avoir ces témoignages, qui ne sont pas des témoignages sur la politique municipale, qui sont des témoignages sur ce qu'on peut faire dans le 18e, ce qui peut se passer dans le 18e. Et si on a pu y contribuer, j'en suis très heureux, mais ce n'est pas nous qui pourrions faire ça. Nous, la mairie du 18e, la mairie de Paris, n'aurait pas pu créer, ni le collectif 4C, on l'a dit au moment de l'inauguration du Jardin des Traverses, le Jardin des Traverses, votre projet, n'aurait pas existé s'il avait été piloté par les élus et les fonctionnaires de la ville de Paris. Ils sont formidables, en tout cas les fonctionnaires, les élus, ça, chacun se fait son avis, mais ce n'est pas leur job. Et tous les projets que vous avez présentés, c'est des projets qui ne peuvent pas exister sans cette énergie des citoyens, sans cette mobilisation et sans cette envie de faire réussir ces projets. Et c'est ça qu'on voulait montrer, parce que c'est vrai que même pour moi, parfois, c'est un peu fatigant d'entendre en permanence les commentateurs qui, évidemment, jamais ne viendraient habiter ici. D'ailleurs, s'ils habitaient ici, probablement qu'ils n'en diraient pas la même chose. La différence, c'est que nous, on habite ici. Avoir des avis aussi définitifs sur ce qu'est le 18e, et souvent, à défaut d'être juste ou faux, ça chacun peut le mesurer, en tout cas d'être extrêmement partiel. Partial. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est parler du 18e dans ce qu'il fonctionne aussi.
et dans ce qu'il est peut-être un exemple aussi, ce 18e. Le 18e, c'est aussi un exemple. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que tous les quartiers de Paris puissent être des exemples. Être un exemple, ça ne veut pas dire que c'est facile, ni pour les habitants, ni pour les responsables associatifs, ni pour les élus. La facilité, je ne sais pas si elle existe. Enfin, peut-être qu'elle ne permet pas la naissance de cette mobilisation, de cet engagement. Et peut-être que c'est aussi parce que le 18e, c'est un peu difficile et un peu compliqué, qu'il y a plein de projets qui y naissent. Alors qu'il y a d'autres endroits où c'est moins divers, peut-être un peu moins difficile, mais il ne s'y passe pas exactement la même chose. Et c'est pour ça que c'est important aussi de retrouver ces espaces où on peut, entre nous, habitants du 18e, se dire tout ce qu'on a envie de se dire, et y compris ne pas être d'accord. C'est une des grandes caractéristiques du 18e, c'est qu'on n'est pas d'accord entre nous. On débat beaucoup, on s'engueule parfois, et ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le débat public, et ça s'appelle le fait d'aimer son quartier, et d'avoir une vision pour son quartier, de vouloir la faire partager. Mais on peut y faire aussi de très belles choses. Et je voulais conclure, enfin pas conclure, encore une fois, il n'est pas question de conclure, mais rajouter peut-être 3 idées comme guide pour la suite du travail qu'on va engager pour ce qui nous concerne autour de ce moment qu'on a appelé Paris 2030, dont l'idée est vraiment de se projeter, puisque la politique, c'est pas une série de photos, c'est pas une série de tweets, la politique, c'est un film qui se déroule. Et c'est un film dont on est des acteurs. Ce qui est formidable de la politique, c'est qu'on fait des choses. On ne regarde pas, on fait des choses. On ne prend pas des photos, on essaye d'écrire le film. Et donc, la première idée, qui j'espère, enfin qui je crois en tout cas, doit caractériser ce que nous on veut, y compris pour le 18e, c'est d'abord d'apporter une égale écoute à tout le monde. Dans le 18e, il n'y a pas ceux qui ont le droit à la parole et les autres. Il n'y a pas ceux qui ont une capacité à obtenir des articles dans les médias et ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Nous, on écoute chacun avec une égale attention. C'est-à-dire ce qui nous permet peut-être, c'est mon deuxième point, de faire des choses, de mener des politiques publiques. Si on s'arrêtait à chaque fois que quelqu'un avec un gros mégaphone se mettait à hurler, en fait on n'aurait rien fait ici. Et ce qui caractérise l'action qu'on a menée avec la maire de Paris, c'est qu'on sait grosso modo où on veut aller, on sait à peu près pourquoi on veut y aller, puis surtout on y va. Si on s'était arrêté à chaque fois que quelqu'un avait hurlé dans le mégaphone que c'était impossible de recevoir les JO à la porte de la chapelle, on n'aurait pas reçu les JO à la porte de la chapelle. Si on s'était arrêté à chaque fois que quelqu'un nous avait dit c'est impossible de mélanger les jeunes des différents quartiers du 18e dans les collèges, on n'aurait pas mélangé les jeunes des différents quartiers du 18e dans les collèges. Et il y a un moment, quand on sait où on veut aller, faut y aller quoi. Faut y aller. Il faut essayer d'oublier, en tout cas de ne pas se laisser intimider par les expressions les plus virulentes, dont par exemple un certain nombre de commentateurs médiatiques, et vous avez très bien rappelé ce que j'avais essayé de faire moi, vis-à-vis de ces mouvements qui en fait sont des mouvements d'interdiction. Il y a leur modèle, puis c'est tout. Il faut leur ressembler à eux, ou on est pourri. Moi je crois pas à ça. Moi je crois pas à ça. Je crois que dans les collèges, on s'est pas dit on va faire la mixité dans les collèges pour le bien des quartiers pauvres. On s'est dit on va faire la mixité dans les collèges parce que c'est bien pour 100%. On le fait aussi parce que les communautés scolaires ne peuvent pas subir cette réalité. Et elles le subissent encore. Il y a des dizaines aujourd'hui d'enfants effectivement scolarisés dans les 18e et effectivement à la rue. C'est complètement incroyable de se dire qu'on est une société qui admet cette réalité. C'est peu de dire qu'on essaie de se mobiliser autant qu'on peut pour trouver des solutions, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, on trouve ça normal qu'il y ait des enfants qui aillent tous les jours à l'école et qui dorment toutes les nuits à la rue. Alors nous, on ne trouve pas ça normal. Et on ne trouve pas ça normal non seulement pour eux, parce que c'est absolument anormal de dormir à la rue, mais on ne trouve pas ça normal non plus pour le reste des communautés scolaires. Parce que quand dans une école où vous avez 1, 2 ou 3 enfants qui sont à la rue, c'est la vie de l'ensemble de l'école qui est perturbée. Et quand on mène une politique sociale, on ne la mène pas seulement au bénéfice de ceux qui en sont les récipiendaires, on la mène au bénéfice de l'ensemble de la société. Aucune société ne peut supporter, je suis bien placé pour l'avoir vécu, et comme mère et comme père de famille, qu'il y ait des énormes campements qui existent dans nos quartiers. Et donc quand on règle le problème des campements, par exemple en créant le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, on fait le bien des personnes qui sont dans les campements, on fait aussi le bien des riverains qui habitent autour.
Et c'est la deuxième leçon que je tire de ce qu'est le 18e. On ne peut pas penser en communauté fermée. Et on ne peut pas penser une politique uniquement en essayant de viser un objectif limité. Il faut penser tout le temps à tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Il n'y a pas un projet qui naisse dans le 18e qui n'ait pas cette idée que ça va faire le bien non seulement de ceux qu'on cible, par exemple les familles qui habitent à l'hôtel et qui vont pouvoir aller cuisiner chez Hélène, mais aussi l'amélioration du climat scolaire, parce qu'il y a des familles qui vont cuisiner chez Hélène, dont les enfants vont mieux manger et qui vont être mieux à l'école. Et on fait le bien de tout le monde. Nous, on ne fait rien. Ces projets contribuent au bien de tout le monde, pas uniquement d'une partie de la population. Puis le dernier élément, et je vais en avoir fini parce que je vais être vraiment très long, mais le problème c'est que si je me lance à parler du 18e, je peux y passer des heures, et heureusement. Et c'est ce qu'a, je crois, remis en lumière la séquence de l'été qu'on vient de vivre. En fait, il faut qu'on ait envie d'être ensemble. Je ne veux pas dire que c'est facile. La vie collective, c'est pas facile. Et vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas, c'est encore plus difficile. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ce qu'on est tous ensemble. Et l'amour qu'on peut porter à un territoire, ce qui est le cas de beaucoup de gens ici, un amour qu'ils peuvent porter à un territoire, ne veut pas dire qu'on n'en voit pas les défauts. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire ce qu'on peut pour les corriger. Pas faire croire aux gens qu'on a des baguettes magiques, parce que ça c'est des trucs, ça marche une fois, deux fois, et puis après ils disent ta baguette magique, rien du tout, ça n'existe pas. Mais ça veut dire qu'on peut vivre ensemble, vraiment. Et je pense que le 18e en est un peu la démonstration. Il n'y a pas uniquement un modèle de gestion des populations et des territoires en se séparant en permanence, en se réunissant entre gens qui se ressemblent. On peut être divers, on peut être différent, on peut s'engueuler, on ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe dans la rue d'à côté. Moi, il y a le nombre de fois que je suis exaspéré par un certain nombre de choses que je vois dans le 18e, je suis comme tout le monde. Le 18e, c'est pas le monde parfait construit par Éric Lejeune pour Éric Lejeune. C'est un territoire qui a des trucs super, qui a des trucs moins bien, mais on peut le faire tous ensemble. Et c'est ça que nous, moi, l'équipe qui m'accompagne autour de la maire de Paris, ici, on a envie de faire. C'est-à-dire de considérer qu'il y a des problèmes à Paris, mais que Paris n'est pas un problème. Il y a des problèmes à Châteaurouge, mais Châteaurouge n'est pas un problème. Il y a des problèmes à Marx-en-Bois, mais Marx-en-Bois n'est pas un problème. Il y a des problèmes dans nos collèges, dans nos écoles, mais ce n'est pas les collèges et les écoles qui sont des problèmes. Et on peut les dépasser, du coup, ces problèmes. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Je crois que c'est ce que vous démontrez dans votre engagement citoyen, associatif, militant, et c'est ce qu'on a envie de construire pour la suite avec vous, dans la place qui sera celle des uns et des autres. Moi, je ne sais pas ce que les uns et les autres on va devenir. Ce que je sais, c'est que le 18e, il ne va pas disparaître. Le 18e, il va rester le 18e, avec ses incroyables réussites et ses immenses défis. Je sais bien que ce n'est pas exactement pareil d'être dans le 18e ou d'être maire du 18e et puis d'être maire d'une autre commune. Voilà, c'est différent. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas plus simple. Ça prend peut-être un peu plus de temps. Il faut peut-être accepter aussi d'être face à un peu plus d'échecs quand on est maire du 18e que quand on est maire d'un quartier où tout le monde est pareil, se ressemble. Mais il faut se dire aussi que dans ces quartiers-là, même des gens comme nous, on n'a pas toujours notre place. Moi, je ne peux pas aller habiter dans le 7e. Je ne dis pas que j'en ai envie, hein. mais même si j'en avais envie. Et donc pour les quartiers avec des gens comme nous, ce qu'on est collectivement dans cette salle, il faut des gens qui s'engagent comme vous. Donc un immense merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre engagement. Nous, on va continuer à essayer de réfléchir, à travailler, à changer, à avoir des idées. Et puis on aura l'occasion de se retrouver tout au long des semaines qui viennent. Et puis après, il y aura les grands rendez-vous que chacun a en tête. Mais ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir. L'objet de la réunion de ce soir, c'est de lancer la réflexion qui va nous amener à nous dire c'est quoi le chemin idéal, c'est quoi où on veut aller pour Paris 2030. Et une fois qu'on saura où on veut aller pour Paris 2030, ou pour le 18e en 2030, on vous proposera de le faire avec nous. Mais voyons d'abord où on veut aller. Puis une fois qu'on sait où on veut aller, il faut y aller, quoi.